Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. 90 minutes pour prendre du recul sur l'actualité, pour lui donner du sens aussi grâce à nos invités experts. Et voici le sommaire de ce 28 mars. La mobilisation est en baisse pour la 10e journée d'action contre la réforme des retraites. La grève des éboueurs est également suspendue à Paris à partir de demain, mais personne n'entrevoit de vraie sortie de crise pour l'instant. L'intersyndicale a proposé une médiation refusée par le gouvernement. Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. La posture inflexible du président de la République le fait dévisser dans le baromètre Odoxa Mascaret que nous révélerons dans quelques minutes. On dévoilera aussi ce que les Français pensent de l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée. Et puis dans 3 quarts d'heure, je vous propose un débat volontairement décalé de l'actualité du jour. Une semaine après la rencontre Poutine-Xi Jinping à Moscou, on analysera la solidité de cet axe sino-russe. On verra si la Chine peut jouer un rôle de médiateur en Ukraine. Et puis, à une semaine de sa visite d'État à Pékin, on verra quel message Emmanuel Macron peut faire passer au président chinois. Mais d'abord, notre reportage au cœur de la manifestation parisienne avec Jonathan Dupriez et Adrien Pain. 10e journée dans la rue, une intersyndicale plus soudée que jamais, mais un gouvernement toujours sourd aux revendications des centrales. Pour sortir de l'impasse, les leaders syndicaux Laurent Berger en tête ont appelé l'exécutif à lancer une médiation. Idée immédiatement balayée par le gouvernement. Depuis le 19 janvier, on est dans des mobilisations qui sont exceptionnelles. Encore aujourd'hui, malgré la dernière qui était il y a seulement quelques jours. Et on nous dit, mais non, on n'a pas besoin de ça de se parler, on n'a pas besoin de médiation. C'est une proposition qui vient de l'intersyndicale. Elle est formulée depuis à peine 3 heures et il y a déjà un refus. Donc c'est bien qu'on a besoin de se parler, mais on n'arrive pas à se parler. En tête de cortège, le mot d'ordre reste le même, retirer la réforme. Les syndicats en appellent ainsi à la responsabilité du chef de l'État, face à un pays qui plonge chaque jour un peu plus dans la crise. On espère aujourd'hui que le président de la République va avoir un sursaut de lucidité, parce qu'il ne peut pas prétendre, en faisant des fausses mains tendues, qui se transforment jour après jour en gifles contre le mouvement social. Donc j'espère que vraiment il va réaliser qu'il ne peut pas gouverner contre son propre pays. Si la mobilisation est en baisse dans les rues de la capitale, 450 000 manifestants selon la CGT, certains sont toujours très remontés contre le président de la République, qu'ils tiennent pour unique responsable d'une réforme passée en force. Il y a un vrai problème, on n'est plus du tout écouté. Le gouvernement suit juste un train sans aucune réflexion. Il ne réfléchit pas, il en a rien à foutre. Il est dans une espèce de logique économique purement financière avec un déni global de la réalité que vit la plupart des gens. Aux côtés des manifestants, des sénateurs de gauche attendent de pied ferme la décision du Conseil constitutionnel et une éventuelle censure de la réforme des retraites. Mais il reste 3 semaines avant que les sages ne rendent leur décision. Une éternité au vu du climat social. Sur la censure, juridiquement, il y a beaucoup d'éléments qui plaident sur le fait que tout ou partie du texte sera censuré, mais effectivement, l'horizon est trop lointain, donc il faut avoir des actes politiques avant. Toujours très déterminé, l'intersyndicale devrait décider ce soir d'une nouvelle journée d'action dans les prochains jours. On analyse donc, on tire le bilan de cette 10e journée de mobilisation et on vous révèle dans un instant le baromètre Odoxa Mascaret. Je vous présente mes invités. Nathalie Moret, bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRA. Laurent Fagerman, bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue, historien spécialiste des mouvements sociaux, chercheur associé au Centre de recherche sur les liens sociaux de l'Université Paris-Cité. Céline Braque, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes directrice générale d'Odoxa et vous allez nous révéler donc les résultats de ce baromètre. C'est pour le Public Sénat et la PQR, c'est un baromètre mensuel et vous êtes, vous ou Gaël Slimane, présent ici chaque mois évidemment. Et il y a aussi avec nous Yves Sancy qui est en duplex, en visioconférence, senior partner chez Mascaret. Bonsoir, bienvenue. Vous analysez les réseaux sociaux dans le cadre de ce baromètre. On viendra vers vous régulièrement pendant ce débat et j'accueille également Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie. Bonsoir Thomas. Bienvenue, vous êtes spécialiste en communication politique et éditorialiste pour Sens Public. Peut-être une analyse un peu générale de cette 10e journée de mobilisation de Nathalie Moret.
il y a les chiffres. Il y a une baisse assez générale, qui est presque une baisse de moitié dans le cortège parisien, si l'on en croit pour l'instant, à l'heure où je vous parle, les seuls chiffres que l'on a, ceux de la CGT. Et pourtant, c'est peut-être une baisse en trompe-l'œil. Vous voyez, c'est difficile à analyser. C'est pas pour autant un mouvement qui s'essouffle. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire que c'est la 10e journée de mobilisation et que ce qu'on peut voir dans les cortèges aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait voir il y a 2 mois, le 19 janvier. Le 19 janvier, les gens étaient très remontés contre le fait de repousser l'âge légal de la retraite. C'était vraiment, dans les cortèges, on voyait vraiment des gens très motivés, très syndiqués, qui étaient opposés à cette réforme et qui la déchiffraient parfaitement bien. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a moins de personne, mais ça c'est assez logique parce qu'effectivement ça coûte cher de faire grève, ça coûte cher de poser une journée comme ça et d'aller manifester. Mais surtout c'est pas vraiment le même public. Il y a toujours le public du départ, mais il y a aussi un public plus politisé. C'était d'abord un public très syndical et maintenant c'est très politisé. Début janvier on voyait beaucoup de pancartes contre la Première ministre. Aujourd'hui la Première ministre elle est plus du tout dans les slogans. Ce sont des manifestations qui sont plus politiques au sens où elles sont vraiment tournées contre le président Macron, contre le 49.3 et son utilisation, contre, oui, vraiment une manifestation beaucoup plus politique avec plus de jeunes. Et c'est en cela où c'est plus difficile pour l'exécutif, c'est plus difficile à éteindre. Ouais. Il y a eu très clairement un avant et un après 49.3. Laurent Fragerman, est-ce que le fait qu'il y ait un peu moins de monde, c'est peut-être lié, moi je tente cette analyse, aux violences des dernières manifestations? Est-ce que des gens qui se disent on n'y va pas parce qu'il y a eu des violences la dernière fois? Alors, il y a plusieurs indicateurs en fait pour une journée de mobilisation. C'est les manifestations, bien sûr, et là votre interprétation, ça fait partie évidemment de celles qui sont plausibles. Et il y a les grèves. Donc on voit par exemple dans l'éducation nationale un recul. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les chiffres de grève dans ce secteur. J'ai les éléments pour dire que les chiffres du ministère ne sont pas les bons. On n'entrera pas dans le débat, mais cela dit, clairement il y a un recul par rapport à la dernière journée, parce que je pense que la raison principale, et c'est aussi pareil dans les transports, etc., c'est que les gens se projettent sur encore un certain temps. Alors qu'après le 7 mars, le discours ambiant, ce qu'on entendait beaucoup, c'était quand même l'idée, bon, c'est la fin. Et d'ailleurs, les reportages, on voyait des manifestants en disant non, on va aller jusqu'au retrait, mais ils avaient l'air de se convaincre eux-mêmes. Je trouve que l'ambiance n'est pas tout à fait la même aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, les gens se disent, il y a peut-être une chance. Et après tout, pourquoi pas? Et si le Conseil constitutionnel, ou si ce pouvoir est fragile. Donc il faut maintenir la pression. Donc on anticipe, va falloir en faire d'autres des journées de mobilisation. Oui, et puis celle-là, elle a l'air un peu moins importante, alors je fais la prochaine, où M. Macron fait encore une boulette, et alors là, ça donne un nouveau carburant. Par exemple, là, franchement, le refus, l'attitude d'Olivier Véran, on en parlera, peut être susceptible de renforcer la prochaine mobilisation. On parlera évidemment de cette proposition de médiation, mais un tout petit peu plus tard dans ce débat, parce que Céline, je voudrais qu'on commence à révéler, on ne va pas tout faire d'un bloc, on va faire un peu morceau par morceau. Ce qui est intéressant, on le disait avec Nathalie Moret, il y a un changement de nature presque du mouvement, et un Emmanuel Macron qui est clairement ciblé pour, on va dire, la pratique du pouvoir. Ça se ressent sur sa popularité dans le baromètre. Oui, puisque là, il dévisse clairement, puisqu'il perd 6 points en un mois. Aujourd'hui, 70% des Français estiment que c'est un mauvais président de la République. Tous les Français se positionnent, c'est-à-dire on en a 70% qui disent qu'il est mauvais, 30% qui nous disent que c'est un bon président. Et si vous voulez, on voit que cette réforme des retraites, c'est vraiment ce qui provoque cette chute. C'est-à-dire qu'il a baissé de 11 points depuis l'annonce de cette réforme. Et là, il perd beaucoup suite au 49.3, qui aurait pu avoir un gros impact sur Elisabeth Borne. Et en effet, c'est lui qui prend surtout ses points en moins. Et puis aussi suite à son interview. C'est-à-dire que l'interview, elle a vraiment mis de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que l'idée que le président explique qu'il continue ce chemin, que la réforme suive son chemin démocratique. Je ne sais plus s'il a utilisé ces mots pendant cette interview, mais c'est les mots qui avaient été... le cheminement démocratique. Cette idée-là. Et donc ça a vraiment pas plu. D'ailleurs, on avait fait un sondage juste après. Les 3/4 des Français considéraient qu'il n'avait pas du tout compris le peuple français. Et il y avait 6 points de Français en plus qui disaient « Ok, maintenant, on soutient les manifestants ». Donc si on a une baisse du soutien dans la rue, on voit que l'opinion française, elle a tendance plutôt à se renforcer derrière les manifestants et à considérer que, si violence il y a, si blocage il y a, c'est vraiment de la responsabilité du gouvernement. Ce qui fait que ça piège quand même l'exécutif, parce qu'aujourd'hui, on considère que
tout problème, tout renforcement, ce sera essentiellement de la faute du gouvernement et pas des manifestants. Ça va devenir un cas d'école, cette interview, cette interview présidentielle et d'ailleurs, ça sur les 13h de TF1 et France 2. La posture qu'avait eue Emmanuel Macron vis-à-vis de Marine Le Pen, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'entre-deux tours. Dans le débat d'entre-deux tours ? Oui, un petit peu un côté désabusé. Je sais d'avance ce que vous allez me dire et je le dis un petit peu d'une manière dilettante. Je suis là. Le langage du corps donnait un peu ce sentiment-là. Et il y avait des mots en effet très forts parce qu'au-delà de l'idée de dire on continue le cheminement démocratique, il y avait on va continuer à marche forcée, on va se passer du Parlement, il y a beaucoup trop de lois dans ce pays, donc on sentait cet Emmanuel Macron qui veut se passer des syndicats, du Parlement, des élus, comme d'habitude en quelque sorte, et c'était une fin de non-recevoir. Je pense aussi que ce qui a joué dans les manifestations aujourd'hui, ce qui peut jouer, c'est la violence. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de violence ces derniers temps dans les manifestations, mais on a eu aussi des images et des sons de violence du côté des policiers, dont on ne connaît pas forcément toujours le contexte, sauf certains éléments, puisqu'on a eu des audios quand même très clairement, et il y a des enquêtes en cours. Et ça peut jouer aussi, notamment sur la population jeune qui a rejoint les rangs des manifestants. On y reviendra évidemment sur cette question des violences, mais je voudrais donner la parole une première fois à Yves Sancy pour rester sur la thématique de la popularité du président de la République. Yves Sancy, vous avez évidemment vu... Alors, il est de nouveau au centre de toutes les attentions, on peut dire ça comme ça ? Oui, clairement. C'est-à-dire que, évidemment, on peut comprendre que sa popularité est baissée. Les chiffres que donne Odoxa sont effectivement catastrophiques, mais on a un narratif. C'est-à-dire que le président était resté relativement absent des débats au fond jusqu'au 49.3, et le narratif qui s'est mis en place à ce moment-là, qui a un peu changé la donne, a vraiment montré que cette décision avait été orchestrée à l'Élysée, et lui-même a reconcentré toute décision finale sur lui-même en fixant le Conseil constitutionnel uniquement un arbitre. Et là, sur les volumes des conversations sur Internet, on voit une explosion, qui est un record d'ailleurs, qui est effectivement très négative, et qui vient enquister toutes les critiques qu'il y avait avant, les critiques qui étaient faites sur la méthode, sur Elisabeth Borne. Tout est reporté sur Emmanuel Macron. Le manque d'écoute, le manque de dialogue est reporté sur Emmanuel Macron également. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que à partir du moment où la critique est sur l'absence de dialogue, c'est-à-dire que sur Internet, dans les conversations, il y a une contestation du fait qu'il y aurait eu cheminement démocratique. C'est-à-dire qu'en gros, le débat démocratique n'aurait pas eu lieu. Et la réaction de l'exécutif est une réaction d'autorité dans une attente de dialogue. Et évidemment, les critiques sur la police qui sont très fortes, alors en tout cas sur les réseaux sociaux. Parce qu'on y reviendra plus tard. Pardon Yves, mais ce sera... Je préfère que vous ne disiez pas tout maintenant, mais on y reviendra un peu plus tard. Peut-être un point pour conclure sur ce premier point. Il y a la question de la légitimité qu'on a beaucoup entendue. Il n'y a aucune critique sur la légitimité institutionnelle du président. Par contre, on voit que cette légitimité institutionnelle est fortement contaminée par une très puissante dynamique de délégitimation politique. Et je ne suis pas sûr que l'exécutif l'ait perçu. Nathalie Moret, est-ce qu'il y a une inquiétude ou peut-être même plus une sorte de colère chez les sympathisants du président de la République, chez les militants Renaissance ? Absolument, et c'est même assez nouveau. Ça m'a été remonté par plusieurs députés Renaissance qui effectivement ont vu leurs sympathisants, leurs militants sur place avoir un retournement par rapport à cette réforme des retraites justement après le 49.3. C'est-à-dire la réforme, oui, la réforme des retraites, ok, on peut soutenir, le 49.3, non. Et ça a été vraiment un tournant que m'ont dit plusieurs députés Renaissance. Et j'attire votre attention sur la partielle qui a lieu dans l'Ariège, où la candidate Renaissance, non seulement n'est pas au deuxième tour, mais en plus n'a quasiment pas fait campagne les 15 derniers jours parce qu'elle savait qu'elle aurait mauvaise presse à distribuer ses tracts. Donc on voit bien que sur le terrain, il y a une forte remise en cause du chef de l'État qui se ressent et qui est relayée par les militants. Et ça pose la question de la dissolution, on y viendra dans un instant, mais je voudrais qu'on parle de cette médiation proposée par l'intersyndicale. Et puis avant ça, une information
de cette fin d'après-midi. Et je voudrais vous entendre là-dessus, Laurent Fringermann, parce qu'on est dans un contexte particulier à la CGT. On est dans un contexte de renouvellement, puisque Philippe Martinez ne peut pas se représenter. On a appris en cette fin d'après-midi, il faut que j'essaye de retrouver la dépêche, que le bilan de la majorité sortante avait été mis en minorité, figurez-vous, ce qui laisse augurer, voilà, la direction sortante mise en minorité sur son bilan, 50,32% des suffrages exprimés contre le rapport. C'est un peu, il ne faut pas qu'on soit trop technique non plus, mais qu'est-ce que ça laisse augurer? Parce qu'il y a un duel pour la succession de Philippe Martinez. Ça laisse augurer qu'il y a un débat démocratique, oui. Au moins là. Je pense, peut-être pour être à contre-courant quand même, que les différences entre les camps ne sont pas si énormes que ça. Il ne faut pas les exagérer. Maintenant, c'est clair qu'il y a des visions différentes. En plus, il y a des candidats opposés et que voilà, le Congrès est l'occasion de cet affrontement. Ça peut être une catharsis. Là, effectivement, Philippe Martinez commence mal son Congrès. S'il perd déjà, d'autant que ce vote ne sanctionne pas seulement sa personne, il sanctionne aussi toute la direction sortante, y compris Céline Verzelletti, porte-parole de la direction. Donc c'est effectivement un élément dans le débat. Alors c'est Céline Verzelletti qui est dans le camp Martinez ou c'est... Non, vous avez deux candidates principales. C'est ça, parce que je veux juste que ce soit bien clair. Donc Céline Verzelletti, alors c'est un peu compliqué, mais disons, elle est pressentie par plusieurs fédérations importantes. Donc c'est plutôt une opposition qui... Mais c'est pas la candidate de Philippe Martinez, on est bien d'accord. Marie Buisson, merci, parce que j'étais en train de chercher. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Donc il y a un duel ouvert. On va dire le duel est ouvert. Vous voulez que je vous en parle? Allez-y. D'accord. Je pense d'abord, quelle grande différence entre... Parce qu'il y en a quand même. La première, c'est sur la gouvernance. C'est-à-dire comment la CGT doit être dirigée. Et il y a eu vraiment une forte critique quand Philippe Martinez, avec Marie Buisson notamment, a mis en place une alliance écologique et sociale avec des associations environnementales, Greenpeace, les Amis de la Terre, etc. Ce qui était très contesté, c'est que dans le projet initial, il y avait la critique du nucléaire. Alors pour la Fédération de l'énergie, le nucléaire, enfin la CGT, c'était quand même surprenant qu'on y ait songé au sein de la Confédération. Et ça a la manière de procéder finalement. Pour prendre la défense, parce que je n'ai évidemment pas à prendre position, il faut quand même comprendre qu'à la CGT, le pouvoir est surtout dans des fédérations par profession. Les mineurs, les mineurs ça n'existe plus malheureusement, mais les cheminots, etc. Et la Confédération est assez fragile, faible. Donc vous avez un secrétaire général qu'on voit dans les médias, mais qui en réalité a peu de prise sur son organisation, qui est extrêmement décentralisée. Donc à un moment donné, on peut imaginer que Philippe Martinez ait eu envie de faire les choses. Mais ça a été mal vu, premier point, je ne serai pas long. Le second point, c'est vraiment est-ce qu'on va mettre plus d'initiatives, d'argent, de pouvoir dans les unions locales, parce qu'on a des milliers, 80 000 syndiqués qui ne sont pas organisés dans les fédérations, qui sont nulle part, on a un problème d'organisation très fort à la CGT, ou est-ce que les fédérations dont je parlais sont le cœur? C'est un peu ça le débat aussi. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se dire que ça laisse un peu plus la main à un Laurent Berger, et on va aujourd'hui, grâce à vous, Émilie, s'intéresser à celui qui apparaît un peu comme la star du mouvement de lutte contre la réforme des retraites. C'est un peu la star des syndicats en ce moment. La semaine dernière, Laurent Berger, donc leader de la CFDT, il a proposé de mettre sur pause la réforme des retraites pendant 6 mois pour apaiser les choses. Je le cite, il a dit « On a mis la charrue avant les bœufs ». Tout le monde le sait, c'était sur RTL. Il a réitéré sa proposition aujourd'hui, ce matin, sur France Inter, en proposant même un délai raccourci de la pause. Il dit 1 mois, 1 mois et demi, et en précisant un petit peu cette médiation, ça serait 1, 2, 3 personnes qui iraient voir chacune des parties prenantes au dialogue, en tout cas au conflit. Et alors très vite, le gouvernement a donné sa réponse par la voix d'Olivier Véran à la suite du Conseil des ministres. Il n'y a pas véritablement de grosses surprises. On l'écoute tout de suite. On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. On peut se parler directement. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler.
En gros, le porte-parole répète l'argument de son président. La porte reste ouverte aux syndicats pour discuter de tout, sauf de l'essentiel quasiment, du sujet qui fâche, c'est-à-dire les 64 ans, alors que c'est la condition pour les syndicats d'un redémarrage des discussions. On a vu quand même, je dois dire, un Olivier Véran qui était très embêté par rapport aux relances qui ont été multiples des journalistes. Il était même agacé par cette question répétitive qui revenait tout le temps. Et tout à l'heure, on l'a vu, au milieu de ça, Laurent Berger lui a tout de suite répondu au milieu des manifestants. On l'écoute. Ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. C'est pas possible. Regardez ce qui se passe derrière nous. Comment vous voulez qu'on aille discuter si on ne peut pas parler des retraites dans cette période ? Alors il faut dire que cette idée fait tout doucement son chemin, malgré le refus du gouvernement. En témoignent les propos de Jean-Paul Mattei, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, donc membre de la majorité présidentielle. Lors d'un point presse à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il a fait savoir que les députés centristes n'étaient pas contre ce mode de dialogue pour avoir un certain recul, retrouver du liant et arriver à se parler. Et alors, si on reste sur le thème de la communication politique, est-ce que Laurent Berger ne serait pas en train de voler un peu la vedette à Emmanuel Macron ? Mais c'est vrai que depuis le début du précédent quinquennat et là, on a toujours vu, on a eu l'habitude de voir ce jeune président trouver à chaque fois la parade, à chaque crise. Le grand débat national pour les gilets jaunes, le quoi qu'il en coûte pour la crise Covid. Et là, cette fois-ci, rien du tout, si ce n'est une charge contre les Républicains qui, à l'Assemblée nationale, n'ont pas pu voter la réforme et du coup, ça a amené au 49.3. Et maintenant, contre LFI, soupçonné de vouloir faire tomber les institutions. Pire, le président de la République apparaît ces derniers jours comme retranché dans son bunker. Il a annulé son déplacement demain à Toulon. C'était sur le service national universel. Il n'a pas pu recevoir, on le sait, Charles III, qui devait arriver dimanche en France. Et il a même dû annuler, c'est plus anecdotique, mais quand même, sa venue au Stade de France vendredi dernier pour le match. Pour le match de l'équipe de France de foot, oui, voilà. Effectivement. C'est tenable, ça ? Combien de temps ça peut tenir parce que la majorité de la population française, les syndicats, l'opposition, maintenant une partie de sa majorité, vous en parliez tout à l'heure aussi pour les militants, réclament un retour en arrière et une discussion plus apaisée. Le gouvernement souhaite en fait tenir jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel, histoire de laisser ce fameux cheminement démocratique pour le texte, et puis que ça passe, qu'on passe à autre chose. Mais ça ne sera pas avant mi-avril, et c'est encore très loin. Alors, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels on va revenir. Merci, Émilie. Il y a la question de la sortie de crise et des options pour la sortie de crise. Et puis, il y a aussi cette proposition de médiation. Peut-être avec vous, Nathalie Morey, pour commencer. Comment vous expliquez la rapidité de la réaction d'Olivier Véran ? Ils ont voulu fermer la porte tout de suite. Enfin, ça renforce effectivement on voit bien, peut-être qu'ils l'ont perçu comme un piège. Une pause, c'est un enterrement de première classe. Enfin, on imagine bien la réflexion qui a pu se faire. Mais comment vous l'analysez, vous ? Moi, je vais vous faire une réponse un peu en même temps. Oui. Je comprends que le président dise c'est pas possible, on est dans le cheminement démocratique, etc. Il est garant des institutions et les institutions veulent que quand un texte est devant le Conseil constitutionnel, et c'est le président reste en retrait. Ça, je le comprends et je comprends ce qu'il veut dire. L'autre version du en même temps, c'est qu'on est dans une situation particulière. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit, il y a 5 ans ou 6 ans maintenant, un livre qui s'appelle Révolution, en disant qu'il fallait justement arrêter que toutes les choses soient corsetées. Et ce président pragmatique, ça a toujours été le président du pragmatisme, il devrait l'entendre. Et en disant, on est dans une situation où effectivement, au regard des chiffres, par exemple, du baromètre Odoxa, aujourd'hui, je ne suis plus entendu, je ne suis plus audible et il faut bouger. Aujourd'hui, y compris les gens dans sa majorité lui disent qu'il faut faire un bouger. Il y a des gens dans sa majorité qui sont très divisés, y compris dans son entourage proche. Mais pour l'instant, son entourage le plus proche, Alexis Collère pour ne pas le nommer, est plutôt dans la position, non, il faut que tu sois garant des institutions. Le secrétaire général de l'Élysée. Voilà, il faut que tu sois garant des institutions et que tu gardes cette position très ferme et inflexible. Combien de temps ça peut durer, c'est ça la vraie question. C'est une braque. Alors c'est vraiment un enseignement passionnant du baromètre Odoxa Mascaret. Les Français, ils exigent, ils veulent une sortie de crise. Ils veulent qu'on fasse quelque chose, en quelque sorte. Là, pour être honnête, on a testé des sorties de crise justement qui fonctionnent, enfin qui sont possibles dans nos institutions. Même si les Français, ils sont, comme vous le disiez, en fait, ils étouffent un peu dans ces institutions. Ils aimeraient bien qu'on trouve d'autres solutions. Mais on a testé notamment la dissolution et on a une majorité très nette de Français, 61% de Français, qui nous disent oui, on aimerait qu'Emmanuel Macron puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça,
pratiquement tous les sympathisants des différents partis politiques sont d'accord, y compris les sympathisants LR, à une majorité un peu symbolique, mais pas tant que ça, 51 versus 45. Finalement, à part les sympathisants de Renaissance, qui eux sont vraiment braqués contre cette dissolution parce qu'ils voient bien ce que ça pourrait donner comme résultat, les autres disent tiens, pourquoi pas. On a testé aussi l'idée du référendum d'initiative partagée, le RIP, qui est un nom un peu horrible quand on le résume. Oui. Et bien là aussi, les Français... Donc on rappelle comment ça marche, il faut un certain nombre de députés qui saisissent le Conseil constitutionnel. Voilà, le Conseil déjà produit. Voilà, et ensuite il faudra, si le Conseil dit OK, allez-y, 10% du corps électoral. Voilà, ce qui représente presque 5 millions de Français. On peut se dire qu'a priori, les 5 millions de Français... Qui vont voter par Internet. Quoi. Alors, qui vont dire par Internet, 5 millions de Français pour le RIP. qui d'abord puissent signer pour valider ce référendum, et puis qu'après ils puissent... Et après, il y aura un référendum. Et a priori, il y a vraiment un souhait très fort des Français que ce processus qui a déjà été entamé, puisqu'il a été envoyé au Conseil constitutionnel parlementaire, puisse suivre son chemin, puisqu'on a 71% qui voudraient que ce référendum ait lieu. On a 75% des Français qui nous disent « nous, on participerait bien à ce référendum et on peut imaginer que ce référendum-là, il fonctionnerait ». L'idée serait de dire il ne faut pas repousser l'âge légal au-delà des 62 ans. Et on a 67% d'entre eux qui voteraient pour l'annulation du report de l'âge légal de départ au-delà de 62 ans. Bref, à travers ces deux questions, on voit qu'on a des Français qui se disent d'accord, mais là, il faudrait que l'exécutif bouge, trouve une solution, ne nous laisse pas encore dans cette situation qui a tendance à dégénérer, il faut bien le dire. Sauf que ces deux solutions, elles sont potentiellement, Laurent Fagermann, politiquement même néfastes pour le camp présidentiel. Si on prend la dissolution, si on prend le référendum, de toute façon, il perdra. Alors... Donc, un illustre je ne vais pas écrire le résultat de l'élection avant qu'il ait lieu, mais enfin bon, ça m'étonnerait qu'on ait une victoire de Renaissance en cas de dissolution. Bref. Il peut toujours retirer son projet, c'est rapide, ça se fait en quelques heures. Il suffit de publier les décrets d'application et de l'annoncer. On a déjà eu, Jacques Chirac l'a fait à plusieurs reprises sur plusieurs thèmes. Plus fondamentalement, je pense que par rapport à l'idée de pause, il y a effectivement l'idée aussi du côté des syndicats de chercher une sortie de crise, ce que Laurent Berger a appelé des voies de passage tout à l'heure. Et ça, c'est important, à mon avis, parce que finalement, aussi bien CGT que CFDT ont bien conscience que les dernières décennies, les grands mouvements sociaux ont été mal gérés à la fin. C'est-à-dire ils ont réussi à en lancer, mais ils n'ont pas réussi à les terminer. Du côté de la CFDT, c'est parce que ils ont négocié à chaud, ils ont été accusés de trahison, ils ont perdu des adhérents, ils ont perdu en image, ça a été désastreux. Donc de ce point de vue-là, Laurent Berger réalise un sans faute par rapport à François Chérec, c'est-à-dire qu'il réussit à la fois à lancer des initiatives et à garder l'unité syndicale. François Chérec était son prédécesseur à la tête de la CFDT. Je dis par exemple, au tout début, quand il y a eu cette idée de... alors, je finis sur la CGT. Du côté de la CGT, ils ont animé des mouvements très puissants. Je pense par exemple à la loi travail, à la loi El Khomri en 2016. Sauf qu'à un moment donné, ça s'est effiloché. Et manifestation après manifestation, ils n'ont rien négocié et rien obtenu. Donc l'enjeu pour les syndicats, c'est de prouver aux Français qu'ils peuvent obtenir quelque chose, c'est ça? Absolument. Je pense qu'ils ont besoin, au moins, de dire on a gagné des choses. Alors, dans les faits, ils ont déjà gagné des choses par le biais de la pression sur les députés de droite, des négociations qui ont lieu. Au début, c'était 65 ans, après, c'était 64. Mais ça, c'est pas tellement perceptible en termes de communication. Ce serait quand même mieux d'obtenir des choses plus concrètes. Ils ont juste obtenu l'annulation d'une visite royale à Paris, quoi. Vous voyez ce que je suis volontairement caricatural, mais c'est vrai. Pour l'instant, si on fait le bilan, il n'y a eu que ça. J'en suis pas convaincu. Je pense que déjà avant, par le rapport de force qu'il crée, c'est-à-dire que c'est pas simplement, on est toujours polarisé sur les bras de fer, mais l'action syndicale, c'est toute l'année. Et d'ailleurs, tourner le dos aux syndicats, ça pose un problème pour toute la suite. C'est-à-dire pendant 4 ans encore, Emmanuel Macron, il va devoir travailler avec ces syndicats, qu'ils le veuillent ou non. Ils ont montré qu'ils savaient s'unir aussi, ce qui était complètement sorti. On n'avait pas vu ça depuis une bonne dizaine d'années. Ça, c'est vrai. Ils ont amélioré leur image de ce point de vue-là. Alors, ce que j'entends derrière ce que vous dites, et d'ailleurs, ça fait partie du package des propositions faites par l'intersyndicale, c'est une espèce, on pourrait appeler ça une grande conférence sociale, Nathalie Moret. C'est-à-dire, on met sur pause, on lance une grande conférence sociale,
quand on dit on aurait dû, quand Laurent Berger dit on a fait les choses à l'envers, c'est-à-dire on commence par parler du travail, de la répartition de la richesse, du sens du travail, toutes ces questions qui sont des questions centrales que les Français se posent depuis 2 ou 3 ans et qui auraient effectivement, là je vous rejoins peut-être, pu être posées avant de se dire on va travailler plus, quoi. C'est vrai, mais l'agenda du gouvernement, il était différent. Oui. C'est vrai que ça peut paraître logique, mais en même temps, le fait de travailler plus dans l'optique du gouvernement, ça veut dire produire plus de richesses. Oui. Et produire plus de richesses, c'est trouver de l'argent, bon, non seulement pour l'équation retraite, mais trouver de l'argent pour l'hôpital, pour l'éducation, pour tout ce qui est fait, et ce qui fait que les Français ont aussi des motifs d'inquiétude. Donc, ça a été... Oui, c'est un discours qu'on peut entendre. Pardon de vous interrompre. Si on veut préserver notre modèle social, il faut produire plus. Ça n'a pas du tout été présenté comme ça dans un premier temps. Dans un premier temps, ça a été ça a été 65 ans, point, et c'est comme ça parce que c'est comme ça partout, etc. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment un déficit de pédagogie, y compris de la part de la Première ministre, parce que quand elle a présenté son projet, elle a dit voilà, je vous présente un projet qui est juste. C'est juste impossible de dire ça quand vous demandez aux gens de travailler 2 ans de plus. Ouais. Si elle avait dit d'entrée, c'est ça parce qu'on va sauvegarder notre modèle social, peut-être que l'équation aurait été différente. Emmanuel Macron l'a dit dans le débat avec Marine Le Pen. Hein. Il a changé 3 fois de version quand même. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il l'a dit, ça a été caricaturé, donc il a rechangé. Enfin, tout ça a été mal fagoté depuis le départ, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est moi que les Français croient encore dans la capacité d'Emmanuel Macron à réformer le pays? Il y a aussi cette question dans le baromètre. Alors là, si son coup-ci coup-ça, on est sur du 50-50. Ah bah oui, en fait, ceux qui y croient le plus, c'est ceux qui sont évidemment le plus proches d'Emmanuel Macron par leurs idées, c'est-à-dire plutôt les sympathisants Renaissance, voire les sympathisants LR, qui se disent... Donc ce sont des gens qui disent c'est encore possible et qui veulent croire que c'est encore possible. Dans ce 50-50, on a des gens qui le disent moins, qui sont ses adversaires, mais qui le disent aussi un peu. C'est aussi ça qui explique qu'il y a ce 50-50, parce qu'on pourrait se dire, au fond, comment on peut encore avoir 50% de gens qui se disent ça, vu le bazar du moment. En fait, les gens se disent, OK, il y a du bazar, OK, il y a beaucoup de manifestations, on est tous contre cette réforme, mais le président de la République, il n'a pas l'air de vouloir changer d'avis. Et j'appellerais pas du tout ça de la résignation, puisque j'ai entendu beaucoup ce mot. Oui, moi je parle de fatalisme. Oui, parce que je trouve que ça correspond pas du tout à l'état d'esprit qu'on relève dans l'opinion. C'est-à-dire qu'on a des gens qui pouvaient se dire... Oui, en effet, il va finir par faire passer l'âge légal à 64 ans, mais qui était en colère, en fait, de cette décision-là, qui va à l'encontre de ce que pense la majorité des gens. Ouais. Donc, voilà, ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent il va peut-être continuer à faire ses réformes, mais nous, on ne le soutiendra pas. Oui, juste une remarque sur la fameuse dissolution, en fait. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron en joue pas tellement, mais il n'y a pas d'alternative politique. Dans cette dissolution, ce qu'on entend dire par rapport au sondage, c'est que peut-être le RN, le Rassemblement national, gagnerait quelques députés, Renaissance en perdrait un peu, la NUPES en gagnerait un tout petit peu, mais globalement, ça ne dessinerait pas une nouvelle majorité capable de porter ces idées-là plus loin. Et je pense que dans cette résignation ou dans ce fatalisme ou cette idée un petit peu, il y a probablement ça chez les Françaises et les Français, puisqu'ils ne voient pas leurs idées portées politiquement. Yves Sancy, il y a aussi peut-être, puisqu'on parle de dissolution, on parle on va dire la vitalité de notre démocratie, ça aussi c'est ressorti dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux ce mois-ci. Sous quelle forme? Alors, moi je dirais que la contestation est vraiment concentrée sur la méthode associée à cette réforme, avec évidemment la contestation sur la manière de faire d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'est très situationnel en fait, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, ce qui peut expliquer que finalement les possibilités de gérer par la suite sont plutôt ouvertes. C'est sur cette situation que on va dire que les Français sont braqués et ce qu'ils entendent du président, c'est vos arguments sont irrecevables et vos émotions sont inappropriées. Ce qui est le cocktail pour créer évidemment des réactions non pas violente, mais nous, c'est ce qu'on a qualifié de réaction militante. C'est-à-dire que, autant on va dire qu'il y a une sorte de ramollissement des discussions autour de la retraite, mais une activation très forte qui est plus politique, et donc qui laisse penser que
on aurait un niveau de tension qui va se poursuivre, peut-être un peu sur des populations un peu plus resserrées. Nathalie Maury, la dissolution, c'est très très bas dans la pile des hypothèses du président de la République? Pour les raisons qu'elle vient d'indiquer. C'est-à-dire qu'une dissolution, c'est en général, quand un président dissout, c'est qu'il espère avoir une majorité plus forte. Là, ça me paraît très très compliqué. C'est une arme qu'il brandit comme une menace, mais dans les faits, je pense que ça serait très compliqué pour lui. Vous vouliez intervenir? Oui, par rapport au sentiment de mépris, c'est très important ça. C'est ce que le philosophe Axel Honneth appelle la société de la reconnaissance. C'est vraiment quelque chose qui peut être un carburant. On l'a déjà vu avec le 49.3. Il y avait par exemple, quand Xavier Darcos, ministre de l'Éducation, avait dit que les professeurs de maternelle changeaient les couches de leurs élèves, ça avait été un formidable carburant pour des grèves à ce moment-là. Donc il y a vraiment, je pense que c'est quelque chose, les émotions justement, que le gouvernement a tort de minimiser, ou ils ont tort d'avoir cette attitude. Alors on va parler maintenant, et ça va être notre dernier chapitre, de la question des conséquences, on va dire, politiques des violences. Et je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre. Bonsoir Quentin, bienvenue sur ce plateau depuis plusieurs jours. Et on va parler là de la stratégie des forces de l'ordre. Il y a une unité qui concentre les critiques, la Brave M. Alors c'est quoi la Brave M? Alors la Brave M pour Brigade de répression de l'action violente motorisée. Elle est facilement reconnaissable dans les rues de Paris. On va voir des images, voyez, du 18 mars dernier, avec un policier qui conduit, qui ne fait pas de maintien de l'ordre, qui est censé uniquement se concentrer sur le pilotage, et à l'arrière un second policier qui peut être rapidement déployé lorsque des casseurs sont identifiés. Il doit descendre de la moto pour intervenir. Aujourd'hui, ce sont 18 binômes qui composent cette unité, Thomas. Quand a-t-elle été créée? Elle a été présentée avec un nouveau dispositif de sécurité à Paris en mars 2019. Nous sommes alors le jour de l'acte 19 des Gilets jaunes et une semaine après le saccage des Champs-Élysées. Elles auront une capacité de projection supérieure, explique alors le préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Et cette Brave M, elle fait polémique tout de suite parce qu'elle rappelle les voltigeurs de l'après-mai 68. Tout à fait, oui. Même si aujourd'hui les policiers ne peuvent plus intervenir depuis leur moto, puisque ces voltigeurs ont été dissous en 1986 après avoir causé la mort de Malik Oussekine. On va avoir des images d'ailleurs de l'hommage qui avait été rendu à Malik Oussekine pour les 30 ans de sa mort en 1986. C'était en marge d'une manifestation étudiante. En tout cas, cette unité de Brave M est accusée depuis plusieurs jours d'avoir utilisé la force de manière disproportionnée, et même certains de ses membres ont tenu des propos très graves en marge d'interpellation le 20 mars dernier. Je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules, mais toi, je t'aurais bien pété tes jambes, a dit un fonctionnaire enregistré par un manifestant. Ça a été révélé dans cet article du Monde. Laurent Lounès, le préfet de police de Paris, a saisi l'IGPN, la police des polices, suite à la publication de ses propos, mais il a dénoncé toute comparaison entre la Brave M et les voltigeurs. C'était ce matin sur France Inter. Écoutez. De maintien de l'ordre, formés pour ce faire. La seule différence, c'est qu'ils sont très mobiles, ils se déplacent à moto pour pouvoir se rendre plus vite d'un point à l'autre, ce qui est très utile contre des groupes mobiles. La dissolution n'est pas à l'ordre du jour et ces unités nous sont précieuses, et ces comparaisons faites avec les voltigeurs sont sidérantes. La dernière information, Thomas, une pétition qui demande la dissolution de cette unité a déjà recueilli plus de 100 000 signatures, c'est même près de 150 000 à l'heure où on se parle. À partir de 500 000 paraphes, cette pétition provoquera un débat dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Merci Quentin pour toutes ces explications. Laurent Fagerman, comment vous expliquez que dans les 8 premières journées de mobilisation, finalement, globalement, ça se soit passé dans le calme. Ensuite, il y a le 49.3. On l'a expliqué ici, comment ça provoque de la colère, peut-être de la violence, et ça change la nature du mouvement. Mais moi, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est pourquoi à la fois le service d'ordre syndical et puis les forces de l'ordre n'y arrivent pas d'un seul coup.
Alors, il y a quand même à la base, un terreau, c'est un immense mécontentement. Oui. On l'a un peu dit, on l'a esquissé, mais ça, c'est quand même fondamental. Et donc, dès les premières manifestations, même si elles étaient calmes, etc., il y avait cette colère extrêmement forte. Donc, la bonne nouvelle, c'était des manifestations qui se tenaient bien, je pense, parce que du point de vue, il y a aussi des groupes organisés, des groupes de casseurs, je ne sais pas comment les appeler autrement, et ces groupes-là voyaient bien que politiquement, c'était pas le moment pour eux, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà présents, mais c'était des manifestations pacifiques, l'espoir d'un règlement pacifique, j'ose un mot absurde, le dialogue social, que ça puisse fonctionner. Et bien donc, ça, c'est un espoir qui était chez les manifestants, et donc, c'était pas le moment pour eux. Tandis qu'à partir du moment où il y a vraiment cette accélération, ce cheminement démocratique, et bien finalement, il y a l'espoir chez ces groupes d'entraîner une partie des manifestants dans leurs actions, et ils avaient déjà réussi ça en 2016 sur la loi travail, donc c'est pas un espoir absurde. Ouais. Cette question, on a vu tout de suite Emmanuel Macron, et d'ailleurs c'est logique, c'est le chef de l'État, se poser du côté de l'ordre public. Est-ce qu'il y a, on se pose toujours, moi j'aime pas du tout les discours évidemment complotistes, espèce de billard à trois bandes, on essaye de se dire ah tiens ça va profiter à un tel, mais je vous pose presque la même question. Les forces de l'ordre qui s'en sortent très bien pendant 8 journées, là d'un seul coup sont débordées. C'est parce que d'un seul coup il y a 1500 personnes qui débarquent à Paris et qui se forment en comment ça s'appelle ? Black Bloc, merci beaucoup, il y a des jours où ça m'échappe. Comment vous l'analysez, vous ? Je pense que c'est parce que les manifestants, c'est l'accumulation des journées sans qu'il n'y ait un seul bougé. Jamais on a vu des manifestations aussi importantes en nombre. Je veux dire, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de manifestations. Et je pense que c'est pour ça. Au bout d'un moment, il y avait ça. Et puis il y a dans la rétine de la population, et notamment de ceux qui sont dans les manifestations, le fait que ça se passe bien, ça ne provoque aucun bougé de la part mais donc ça veut dire qu'il y a une sorte de tolérance vis-à-vis de la violence ou de participation, parce qu'on fait souvent la différence entre les manifestants d'un côté et les Black Blocs de l'autre. Et l'ultra-gauche de l'autre. Sauf qu'on voit que de la part de certains manifestants, il y a une, comment dire, je cherche le mot comme vous, Thomas, mais en fait, une sorte d'acceptation, de compréhension. Une compréhension en disant, voilà, les gilets jaunes, ça a été violent, ils ont obtenu des millions d'euros. Là, au bout d'un moment, s'il faut en arriver là pour être entendu, voilà. Donc il y a une espèce de violence qui est légitimée, voilà le mot que je cherchais, une légitimation de la violence de la part des gens qui eux, sont, manifestement, qui manifestent en toute... Dans le calme. Personne n'est jamais à l'aise avec la violence. C'est-à-dire que la semaine dernière, quand on faisait un sondage là-dessus, on avait une majorité de Français qui nous disaient c'est inacceptable, c'est injustifiable. Mais dans le même temps, on avait 61% des Français qui nous disaient c'est le seul moyen de se faire entendre puisque le gouvernement n'écoute pas les manifestants pacifiques. Et c'est vrai que le gouvernement a donné le mauvais exemple, on va dire, avec les gilets jaunes, en disant on tient. Et puis tout d'un coup, il y a de la violence et on lâche et on lâche beaucoup plus que ce qu'on voulait prendre au départ. Enfin, c'était dit de manière un peu caricaturale. Mais aujourd'hui, on voit bien ça dans l'opinion publique et ça doit permettre aussi à des groupes de du coup se sentir libres de pouvoir se lancer dans ce type de manœuvre parce que oui, il y a comme une forme de légitimation de l'opinion publique. À Paris comme dans les villes de province. Oui, et on a vu que ce mouvement était très... il y a un maillage territorial et dans beaucoup de villes moyennes. Dernier mot, en conclusion. L'immense majorité des manifestants veut rester pacifique. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si ça dérape trop, il n'y aurait plus de manifestations dans la réalité. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le droit de manifester et ce serait quasiment une coopération entre les Black Blocs et les manifestants. Et je voudrais dire aussi que cette manifestation-là s'est passée calmement dans la plupart des cortèges, qu'à Paris, il y avait beaucoup plus de jeunes et qu'il n'y a pas eu plus de casse pour autant. Autrement dit, faisons attention, c'est pas parce qu'il y a des jeunes qui manifestent, par exemple, qu'ils vont forcément être dans l'agressivité. Bien sûr, pas d'amalgame, on essaye évidemment les éviter au maximum. Et c'est vrai qu'au moment où on parle en cette fin d'après-midi, il y a eu quelques heures dans le cortège parisien après le pillage d'un grand magasin et l'intervention évidemment des forces de l'ordre, une vingtaine d'interpellations à l'heure où l'on vous parle. Merci à tous d'avoir participé à ce premier débat.